Les plus vieux dessins du monde ont quelque chose d'essentiel à nous apprendre sur le dessin. Et pour comprendre pourquoi, il faut revenir sur une idée qu'on se raconte depuis des siècles. On a tous appris que l'histoire de l'art, et plus généralement l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire d'un progrès linéaire. D'abord des gribouillis enfantins, quelques signes gravés sur les parois, puis peu à peu, lentement, des artistes qui apprennent à mieux observer, mieux représenter les proportions, jusqu'à aboutir, enfin, au réalisme sophistiqué de la Renaissance. Un peu comme si l'humanité avait lentement appris à dessiner et que nous étions l'aboutissement. Alors c'est une histoire très séduisante, évidemment, parce qu'elle nous place tout en haut. Plus intelligents, plus cultivés, plus raffinés. Nous, quoi. Mais en 1879, premier patatras avec la découverte de la grotte d'Altamira en Espagne et ses peintures exceptionnelles. Elle nous révèle alors que l'homme préhistorique était un homme, et une femme, bien sûr, qui possédait déjà un sens esthétique très développé et qui était capable d'un art de haut niveau, pas un singe quoi. En 1940, repatatras, la découverte de Lascaux révèle que nos ancêtres étaient d'immenses artistes et que cet art formait un univers complexe, des compositions élaborées, des choix iconographiques cohérents et probablement une très forte dimension symbolique. Et puis en 1994, patatras, 3 spéologues découvrent en Ardèche la fameuse grotte Chauvet qui casse l'idée même de chronologie du progrès qu'on a tous en tête. Et c'est de cette grotte-là dont je vais vous parler aujourd'hui parce que j'ai eu la chance de la visiter récemment. Lorsque les premiers spécialistes arrivent, ils reconnaissent immédiatement une œuvre exceptionnelle. 425 figures d'animaux, des compositions magistrales, du mouvement, une symbolique complexe, des artistes qui exploitent le relief de la roche et les superpositions et qui suggèrent déjà la perspective. Donc des peintures qui témoignent d'une maîtrise technique très avancée. Lui, c'est Jean Clotte, l'un des plus grands spécialistes mondiaux de l'art pariétal et responsable des recherches. Il explique que Chauvet est l'égal de Lascaux par la profusion et la qualité esthétique des dessins. Tout le monde pense alors être devant une grotte de l'époque de Lascaux, c'est-à-dire datant d'environ moins 20 000 ans. Mais là, les premières datations arrivent. Moins 36 000 ans. Les dessins de Chauvet sont plus vieux de 13 000 ans que ceux de Lascaux ou d'Altamira. 13 000 ans, c'est énorme. C'est l'écart qui nous sépare, nous, aujourd'hui, des derniers chasseurs-cueilleurs d'Europe. Avant l'agriculture, l'élevage, avant l'écriture, avant les pyramides. Il peut se passer des trucs en 13 000 ans. Et pourtant, ces œuvres d'art séparées de 13 000 ans présente le même niveau de maîtrise que Lascaux. Laissez-moi vous dire que ça cogite très fort chez les spécialistes qui sont complètement déconcertés. Parce que logiquement, si Lascaux c'est la chapelle Sixtine de l'art pariétal, alors Chauvet devrait être du gros gribouillage de gamins. Et c'est pas le cas. Non seulement elles sont largement aussi abouties que les peintures de Lascaux, mais en plus on découvre des dessins simplifiés qui recouvrent des dessins plus détaillés. Preuve qu'avec le temps, les artistes n'ont pas appris à être plus adroits. Et si un art aussi maîtrisé existe déjà il y a 36 000 ans, alors toute l'histoire qu'on se racontait jusque-là ne fonctionne plus. On se trouvait face à l'art figuratif le plus ancien connu et d'une très grande virtuosité. Cela bouleversait le modèle d'évolution linéaire de l'art. Chauvet nous oblige à repenser totalement la manière dont les capacités humaines sont apparues et ont été cultivées. Imaginez le stade de développement cognitif, social, politique pour créer ça. On pensait découvrir l'enfance de l'humanité et on découvre un stade de maturité incroyable. En fait, d'après les spécialistes, Homo sapiens possédait dès le départ de son espèce les mêmes capacités cognitives et motrices qu'aujourd'hui. Une grande finesse d'observation, une intelligence symbolique développée et une sensibilité esthétique aiguë. En gros, ils étaient exactement comme nous. Pour le reformuler, les artistes de Chauvet avaient exactement les mêmes capacités que les artistes d'aujourd'hui. Même intelligence, même dextérité, même capacité d'abstraction et de représentation mentale, même sensibilité. Vous mesurez un peu l'importance de la peinture dans la compréhension de l'évolution de l'espèce humaine. Grâce aux peintures d'Altamira, on comprend que l'homme préhistorique était un homme et pas un singe. Avec les peintures de Lascaux, on comprend que c'était un immense artiste. Et avec celles de Chauvet, on comprend qu'il n'y a pas d'évolution linéaire et de progrès. Et là, vous vous posez sûrement la même question que moi devant cette peinture. Charlotte, s'ils étaient capables de dessiner comme nous, pourquoi ne dessinaient-ils pas comme nous ? Pour comprendre
comprendre pourquoi ils avaient une autre manière de dessiner, il faut revenir sur cette idée. L'art n'est pas une évolution linéaire. Et si l'art évolue de manière non linéaire, alors Chauvet et Lascaux ne sont pas un avant et un après, mais plutôt deux expressions différentes, deux sociétés différentes, deux traditions visuelles et deux intentions différentes, narratives, religieuses, culturelles. Et ça c'est intéressant, parce que ça nous emmène du côté de l'intention. Pourquoi ces peintures? Pourquoi dans une grotte? Pourquoi ces animaux? Pourquoi cette manière de les représenter? Pourquoi? Et là, attention, il y a plein d'hypothèses pour expliquer ce qui a motivé ces peintures pariétales. Première hypothèse, ces peintures sont un récit glorieux de chasse passée ou bien des conseils en images pour futures chasses. Mais ça tient pas trop, parce que la grotte Chauvet représente majoritairement des animaux dangereux, lions des cavernes, ours, rhinocéros laineux, qui n'étaient pas chassés à l'époque. Deuxième hypothèse, les peintures représentent des visions de pareidolie. La pareidolie, c'est cette capacité qu'on a à projeter, reconnaître des formes familières dans les nuages, les rochers, la végétation, etc. Peut-être que la grotte, c'était le lieu où on se laissait aller à la vision, aidé ou pas de psychotropes, et que les artistes se frottaient à ce jeu de l'esprit de retrouver des formes familières dans les creux et les bosses des parois. Troisième hypothèse, et si c'était du divertissement? Oui, on sait que les humains de l'époque n'étaient actifs que quelques heures par jour et qu'ils disposaient de nombreuses heures de loisirs. Alors peut-être qu'ils recréaient sur les parois des expériences cinématographiques excitantes ou effrayantes pour occuper leur soirée. D'ailleurs, un musicologue spécialiste de la résonance a découvert une coïncidence un peu trop souvent vérifiée pour n'être qu'une coïncidence, qui est que les peintures rupestres sont très souvent placées dans les grottes aux endroits des plus fortes résonances, c'est-à-dire qu'à l'endroit où il y a le plus d'écho. Donc plus ça résonne, plus il y a d'images. Fascinant. Quatrième hypothèse, et si c'était une pratique spirituelle? C'est probable également, qu'en s'aventurant dans les profondeurs de la terre, dans ces lieux dangereux, peuplés d'ours et de lions des cavernes, loin de leur campement, les humains partaient à la rencontre de leur âme ou de l'au-delà. Peut-être qu'ils convoquaient les esprits d'animaux puissants pour s'approprier leur force et leur vitalité. Ou alors c'était un rite de passage, des moments communautaires, des transmissions symboliques, voilà. Cinquième hypothèse, et si c'était un plaisir esthétique? Si ces hommes sont comme nous, alors ils recherchent aussi la beauté, l'intensité, le plaisir visuel et manuel. Ils percevaient, ils ressentaient intensément le monde et ils avaient besoin et envie de le traduire, de lui donner forme, d'en laisser une trace. Après tout, qu'est-ce qui nous motive, nous, à dessiner? Bref, les théories se succèdent, toutes intéressantes, mais jamais pleinement satisfaisantes. Nous manquons de preuves et nous attendons, frustrés, de nouvelles découvertes pour comprendre pourquoi cet art pariétal. Et si on se posait la mauvaise question? Et si au lieu de se demander pourquoi, on changeait la question pour observer le comment? Comment est-ce peint? Car comme disait Victor Hugo, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Si Victor a raison, alors la réponse est peut-être juste devant nos yeux, dans la forme des dessins même. Et un philosophe contemporain a proposé récemment une nouvelle hypothèse qui m'a complètement convaincu. Mais avant de vous la présenter, examinons de près la forme de ces peintures. Essayons de rassembler quelques indices. Quand on regarde comment sont tracés ces animaux, on observe des lignes longues, souples, continues et épurées. Les animaux sont traduits par fragments ou stylisés par leur silhouette selon des codes récurrents et tout à fait assumés. Par exemple, la silhouette du mammouth se fait en 4 gestes: trompe, tête, bosse et dos. Cette technique fait penser à la peinture chinoise qui codifie les gestes pour chaque espèce représentée. L'absence de détails renforce aussi la lisibilité du geste, et dans ces dessins minimalistes, chaque ligne est chargée d'attention, habitée, tracée avec aplomb et souvent tracée rapidement aussi. Indice numéro 1, l'animal est comme une énergie simplifiée, un caractère puissamment synthétisé et exprimé. On observe beaucoup de têtes alignées, superposées, des tas de pattes dont on ne sait plus trop à quel individu elles appartiennent. Une légère variation dans les contours et les valeurs et hop, ça multiplie les individus, créant une composition à la fois très lisible et frontale, mais aussi une profondeur, parce que ça crée une sorte de chevauchement lié à la perspective. Ces décalages donnent une impression de troupeau ou encore de défilement, un peu comme une séquence cinématographique. Indice numéro 2, on a donc le sentiment d'un mouvement continu. On sent le sol trembler sous les sabots, comme si les bestiaux traversaient la paroi. Et en parlant de paroi, les artistes de Chauvet utilisaient le relief naturel et adaptaient leurs formes à la roche ou aux ombres portées
des roches sur les parois. Ils exploitent aussi les courbes des roches pour suggérer le mouvement ou le dos d'une figure. Donc l'artiste ne dessine pas sur la paroi, il dessine avec la paroi. Ce sont des œuvres in situ, c'est-à-dire qu'on ne peut pas détacher ces dessins du lieu dans lequel ils ont été conçus. L'œuvre, ce n'est pas que les dessins, c'est cette grotte dessinée. Et cette grotte, c'est quelque chose. Comme je vous le disais, j'ai eu la chance de visiter la grotte Chauvet. Enfin, plutôt la grotte Chauvet 2, sa réplique, parce que la véritable grotte est préservée. Et franchement, c'est exceptionnel. Ceux qui ont fait ça ont fait un boulot incroyable. On oublie complètement qu'on est dans une copie. Les sens du visiteur sont stimulés. Fraîcheur, humidité du monde souterrain, jeu de lumière, ou plutôt d'ombre, qui simule l'éclairage mouvant des torches et des foyers, silence, sensation olfactive. On visite en groupe, mais en même temps on s'y sent parfaitement seul. Donc en fait on a l'impression d'être presque dans la même situation que les hommes d'il y a 36 000 ans qui déambulaient dans cette grotte pour peindre ou juste admirer. Pas tout à fait quand même, j'avais mon portable. Enfin en tout cas en se promenant comme ça, qu'est-ce qu'on découvre ? Les énergies d'animaux qui surgissent, ces troupeaux au galop, et avec une simple torche pour s'éclairer et la peur au ventre de croiser un ours de 3,50 m de haut, le spectacle devait être totalement saisissant. Ce qui me conduit à mon indice numéro 3, c'était une vraie expérience immersive. Il y a une vraie mise en scène, les dessins se chevauchent, occupent différentes zones de la paroi, et d'ailleurs on sait que plusieurs générations les ont constituées. La grotte a été tour à tour visitée par des hommes, puis habitée par les ours, puis visitée à nouveau par les hommes. Donc le parcours du visiteur, il alterne entre densité graphique, troupeaux, vide, roches, pénombre, fragments éclairés, apparition d'éléments isolés. Et ces superpositions, ces points de tension et ces respirations visuelles créent comme une stratification du temps. On regarde pas un résultat figé depuis un point de vue figé, pas du tout. Et ça c'est notre indice numéro 4. En fait, on traverse une expérience visuelle qui est organisée et collective. C'est une œuvre collective. Alors qu'est-ce que ça nous raconte tout ça ? Que nous disent tous ces indices ? Eh bien que dans la grotte Chauvet, les représentations des animaux ne sont pas simplement descriptives. Les animaux sont vivants, puissants, dominants, et les choix formels qui les font naître sur la roche leur donnent également vie au premier degré, en recréant une véritable sensation de présence physique et de mouvement. On ne contemple pas des animaux, mais la perception que ces artistes avaient des animaux. On vit une perception partagée. Et à la fin de la visite, le guide nous dit « Si vous vous attendiez à sortir d'ici avec des réponses, vous allez être déçus. On ne sait rien avec certitude, et moi, j'espère que vous sortirez avec des questions. » Je me suis donc précipitée avec mes questions à la librairie, et là j'ai trouvé ce livre. Le regard perdu, à l'origine de l'art pariétal animal par Baptiste Morisot. À ma connaissance, Baptiste Morisot, il est ni artiste, ni critique d'art, ni historien d'art, mais il est philosophe et éthologue de terrain. Ça veut dire qu'il étudie le comportement des animaux, aussi bien domestiques que sauvages, dans leur milieu naturel ou en captivité. Et dans ce livre, Baptiste Morisot réalise le tour de force de proposer un nouvel angle d'étude, d'une simplicité et d'une pertinence absolument époustouflante. Son hypothèse, qu'il développe tout au long du bouquin, part de sa propre expérience de pistage. Il a passé des semaines à pister des gros animaux dans les prairies du parc de Yellowstone, et en sortant de cette expérience, il a eu une vision pareidolique de silhouette animale sur un mur de pierre. Et là, il fait le lien avec le chasseur-cueilleur des steppes glaciaires qui cohabite avec les grands animaux. Ce chasseur-cueilleur, il est toujours aux aguets, soit qu'il traque les animaux, soit qu'il s'en protège, soit qu'il convoite les mêmes proies que lui. Son regard est un regard de vigilance, d'attention accrue, et avec ce regard, il a développé la compétence de reconnaître rapidement, d'identifier instantanément quel animal se trouve à 200 mètres devant lui. Silhouette et courbure de dos dépassant brièvement des hautes herbes, un mammouth qu'on veut pas déranger. Éclair souple et sinueux dans les bosquets, un lion des cavernes qu'il vaut mieux éviter. Magma de pattes et de cornes, un troupeau de rhinocéros dont il faut rapidement s'éloigner. Le chasseur-cueilleur perçoit par silhouette, par fragments, et par mouvement, jamais par le détail figé. Son attention est entièrement fixée sur l'animal vivant, et c'est donc ainsi qu'il le peint. Baptiste Morisot nous explique qu'il pense que l'homme de Chauvet avait un regard Jeez. Jeez, explique Morisot, c'est un terme utilisé par les ornithologues pour parler de la capacité à prélever l'identité d'un oiseau de manière fulgurante, avant même que la conscience n'ait eu le temps d'analyser ses propriétés. Le terme viendrait de GIS, General Identification of Size and Shape,
Et pour Baptiste Morisot, le G's d'un animal, c'est son style d'apparaître. La courbe continue et éloquente qui dit son être au monde comme cheval ou comme bison. C'est une forme donc, mais c'est aussi une appréhension globale de la forme, une reconnaissance fulgurante de la présence, du caractère et de l'identité à partir de quelques indices seulement. Regard, sensation, instant, compétence de l'œil, le regard G's serait perdu, comme le pense Morisot, parce que les arts du regard, les manières de voir évoluent avec la manière d'être au monde. Et si on est capable de l'appréhender théoriquement, on peut pas vraiment l'éprouver sans l'exercer, sans avoir nous-mêmes le mode de vie d'un chasseur-cueilleur. Quoique le dessinateur de carnets et de croquis rapides sur le motif développe peut-être lui aussi ce regard qui synthétise, qui caractérise rapidement le vivant. En tout cas, la forme de ces peintures pariétales, silhouettes synthétisées, mouvements, fragments, œuvres collectives et immersives, serait tout simplement le fond, vigilance permanente, regard de reconnaissance, perception furtive, concentration sur l'animal et non son arrière-plan, vie en groupe, rapport étroit à la nature, le fond qui remonte à la surface. Et ce serait donc la nature cognitive d'Homo sapiens mobilisée dans un certain mode de vie et dans une relation particulière à la nature qui pourrait expliquer le style de représentation animale des grottes ornées. Les artistes de Chauvet ne dessinent pas ce qu'ils voient, mais plutôt comment ils regardent. Et avant même l'acte de figurer, ils le vivent intensément, ce regard. Alors si on peut penser à tout ce qu'on a gagné depuis 36 000 ans, tous nos progrès, on peut aussi prendre conscience de ce qu'on a perdu, ce fameux regard perdu. Probablement on ne retrouvera jamais ce regard parce qu'on n'est plus des chasseurs-cueilleurs. Mais les œuvres d'art, elles ont ce pouvoir extraordinaire de nous faire entrer l'espace d'un instant dans la manière dont un autre être humain habitait le monde. Ce regard perdu, en fait, on peut le retrouver brièvement en contemplant les œuvres de la grotte Chauvet. Et ça, c'est absolument merveilleux parce que c'est une définition universelle et intemporelle du dessin et de la peinture. Pour les artistes, donner forme à son regard et le partager. Et pour les spectateurs, recevoir cette forme et grâce à elle, faire l'expérience de ce regard. Chauvet ne nous apprend donc pas seulement que les hommes d'il y a 36 000 ans dessinaient déjà aussi bien que nous. Elle nous apprend quelque chose de beaucoup plus important, qu'une œuvre d'art ne raconte jamais seulement ce qu'elle représente, elle raconte toujours une manière d'habiter le monde. Et Heidegger disait, une œuvre d'art ne représente pas seulement le monde, elle ouvre un monde. Et sur ces belles paroles, j'espère très sincèrement que je vous aurai donné envie d'aller faire un tour en Ardèche, visiter la grotte Chauvet, mais aussi et surtout dans une librairie pour lire ce génial bouquin de Baptiste Morisot. Et si vous voulez partir à la rencontre de votre regard en lui donnant forme par le dessin, rejoignez la communauté Un Autre Atelier. Et si la question des choix techniques et esthétiques au service de l'intention, c'est un sujet qui vous intéresse, je vous conseille cette vidéo sur Caspar David Friedrich. On change d'époque, mais c'est toujours cette même question du regard. À très bientôt.